Donc, dans un premier temps, on va parler juste de l'investissement. C'est quoi l'investissement, les différents types d'investissement, comment on prend une décision d'investissement, et puis les paramètres déterminants de la décision de l'investissement, avec les critères de choix de la décision de l'investissement. Donc, ceci lié à la décision d'investissement est fait normalement dans un univers certain. C'est-à-dire, on suppose que tous les paramètres sont fixés à l'avance. Il n'y a pas trop d'incertitudes et de risques. Donc, c'est l'environnement certain. Et après, nous verrons l'environnement incertain. Donc, première des choses qui va nous interpeller, c'est de définir l'investissement. C'est quoi l'investissement? Donc, d'un point de vue économique, l'investissement est défini comme une dépense qui conduit à l'acquisition ou à la création d'un actif en vue de créer de la valeur, la richesse. Donc, dépenser une somme d'argent pour réaliser des gains dans le futur. Alors, d'un point de vue financier, c'est échanger une somme d'argent présente et certaine contre l'espérance des revenus futurs étalés dans le temps. Cette définition fait appel à la rentabilité, au risque et la notion de temps. Donc trois notions fondamentales, c'est la rentabilité et risque, temps, dans la sphère financière quand on parle d'investissement d'un point de vue financier. Sans trop tarder, donc passons aux différents types d'investissement. Donc il y a plusieurs types. Donc ça commence de la création de l'entreprise. C'est l'investissement de départ. C'est l'acquisition des biens nécessaires pour le démarrage de l'entreprise. Il y a également l'investissement de renouvellement. C'est un investissement de substitution qui va permettre d'acquérir des équipements neufs à la place des équipements qui ont été totalement amortis, usés, obsolètes. Donc, et dans le but de maintenir la capacité de production de l'entreprise. Et nous avons également l'investissement de productivité ou bien de modernisation, qu'on appelle également l'investissement de rationalisation, qui vise essentiellement d'abaisser les coûts de production pour une meilleure combinaison des facteurs de production, ce qui va impliquer à l'entreprise de produire avec des coûts de production inférieurs par rapport au volume de production. Et vers la fin, nous avons ce qu'on appelle l'investissement d'extension ou bien d'expansion. C'est lorsque l'entreprise veut agrandir, il veut se développer, augmenter la capacité de production, augmenter la demande, élargir la gamme de production, ou bien l'investissement de diversification. Donc, au-delà de cette typologie, au-delà de ça, il existe une autre typologie. On peut aussi se distinguer selon la nature d'investissement, matériel, immatériel, commercial, financier, et également selon l'investissement selon l'échelonnement des flux d'investissement. Donc, il y a pound input et pound output. J'investis aujourd'hui et j'aurai une seule entrée d'argent dans un ou dans un an ou 2 ans. Et continuous input et pound output. La dépense ici est allée sur plusieurs années. Et puis, nous aurons des recettes pendant une seule année. La construction du navire, par exemple. Et le troisième type, c'est le pound input et le continuous output. Je dépense aujourd'hui. Et puis, il y aura des rentrées d'argent étalées dans le temps, des cash flows, l'année 1, 2, et 4, etc. Et vers la fin, nous avons ce qu'on appelle
le continuous input et le continuous output. Je vais dépenser sur plusieurs années. Je vais avoir des rentrées d'argent pendant plusieurs années. Les grands projets. L'exemple le plus fréquent ici, c'est celui de Tangimed. Passons maintenant aux étapes de la décision d'investissement. Donc pour les étapes de la décision d'investissement, donc l'investissement, c'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Donc l'investissement peut engager l'entreprise sur plusieurs années. C'est pour cela qu'on dit que l'investissement, c'est un processus décisionnel qui se déroule en plusieurs étapes. Et la plus importante, c'est la conception du projet. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une étape intellectuelle de réflexion sur l'entreprise, sur l'environnement, ses objectifs, ses résultats, qui va amener à prendre conscience d'un problème et de proposer des solutions. Là, le décideur va faire appel à sa créativité, son imagination, qui vont jouer un rôle essentiel dans le processus d'investissement. Donc, il va formuler plusieurs propositions et puis c'est la deuxième étape, il va présélectionner le bon sens, l'intuition, l'expérience. Il va faire appel à tout ça et éliminer les propositions qui sont pas rentables. Donc jusqu'à présent, il n'y a aucun calcul, c'est juste une étape de réflexion, de conception. Par la suite, vient l'étape de l'étude des projets présélectionnés. Là, vient l'étude de la faisabilité, l'étude commerciale, économique, fiscale, de personnel. Et quatrièmement, c'est l'étape de la sélection et financement. Donc je vais choisir le projet le plus rentable, le plus intéressant. C'est à ce moment-là, on va voir comment le financer, quelle modalité. Et vers la fin, c'est la réalisation et suivi et contrôle. C'est la dernière étape qui est extrêmement importante, donc pour ne pas avoir des surprises vers la fin. Donc, passons maintenant aux paramètres déterminants de la décision d'investissement. Donc, pourquoi j'ai besoin de connaître ces éléments avant tout calcul de rentabilité? Quand je dis est-ce que mon projet est rentable, la première des choses, je dois savoir quelles sont mes dépenses et quelles sont mes recettes. La rentabilité, c'est comparer recettes avec dépenses. Donc la dépense et les cash flow. Donc, mais je ne compare pas seulement les dépenses et les recettes. Donc je suis un financier. Je suis amené, ou bien j'entame un projet d'investissement qui va s'étaler dans le temps. Donc ça peut être un projet d'investissement sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et moi, en tant que financier, je sais très bien que l'argent d'aujourd'hui n'a pas la même valeur que l'argent de demain. Donc si j'ai pris ma dépense et je la comparée à ce que j'ai prévu comme recette, on compare dans ce cas incomparable. Et par conséquent, on doit actualiser l'argent, c'est-à-dire l'argent de 2030, je dois la rendre avec une valeur de 2021. C'est pour cela qu'on utilise le taux d'actualisation. C'est l'inverse pour la capitalisation. Donc un dirham d'aujourd'hui, si je le place dans ma banque, combien va me donner dans une année? Donc l'actualisation, c'est l'argent de 2 ans, combien il vaut aujourd'hui. C'est le taux d'actualisation, non.
il y a la valeur résiduelle. Est-ce que l'investissement à la fin de l'année, à la fin de sa durée de vie, laisse quelque chose? C'est le produit de liquidation du projet à la fin de la période. Une voiture après 5 ans, donc sa valeur nette comptable est égale à 0, totalement amortie. Et cela ne signifie pas que sa valeur sur le marché est égale à 0. Donc sa vente, il n'apporte pas 0. Mais ça dépend de sa gamme. Donc il y a la dépense. Donc voici les. Commençons par la dépense. Les sont essentiels avant de faire tout calcul, de connaître ces 5 paramètres. La dépense d'investissement, le cash flow prévisionnel, le taux d'actualisation, la durée de vie et la valeur résiduelle. Donc commençons par la dépense d'investissement. Comment estimer la dépense d'investissement et les cash flows? Donc c'est le montant de dépenses que l'entreprise consacre à la réalisation d'un projet d'investissement D0. C'est le coût d'acquisition des immobilisations plus donc le BFR d'investissement dans le cas d'investissement de création, ou plus la variation du BFR pour un investissement de croissance, moins les produits de cession, investissement de remplacement, plus impôt sur plus-value, moins l'économie sur plus-value. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit intégrer dans la dépense initiale lorsqu'on veut évaluer un projet? Donc D0 doit présenter l'ensemble des dépenses. Il doit comporter un ensemble d'éléments. On ne doit rien oublier pour ne pas surestimer ou sous-estimer. Donc on doit rien oublier pour éviter la sous-estimation et la surestimation. Parce que cette dépense, on va la comparer avec les recettes. Donc une recette plus élevée, une sous-estimation, surestimation, il va nous donner une recette plus élevée, alors que ce n'est pas le cas. Ou bien inversement, si on a gonflé la dépense, cela va par voie de conséquence diminuer la recette. Donc que ce soit des frais préalables de démarrage, d'enregistrement, d'obtention de certaines autorisations, le coût d'achat, c'est pourquoi on appelle ça le coût d'achat, l'ensemble des frais accessoires à cet achat, transport, l'installation, droit de douane, formation de main-d'œuvre, tout ça, on va l'intégrer. On doit de même ajouter l'augmentation du BFR qui va être générée par cette dépense d'investissement. À ce niveau, on doit distinguer quel investissement. Si on fait un investissement de productivité, de renouvellement ou de croissance, là, on doit estimer la variation du BFR. Par contre, un investissement de départ, on estime le BFR. Dans le cas d'un investissement de remplacement, on doit retrancher la vente de l'ancienne immobilisation parce qu'il nous donne un produit de cession. Donc la valeur de la vente de l'ancienne, donc c'est produit de cession qu'on doit retrancher. Et si la vente de l'ancienne nous donne une plus-value, sur le plus-value, on doit payer l'impôt. On doit aussi estimer l'incidence fiscale du projet. Ça donc en ce qui concerne la dépense des zéros. Passons maintenant au cash flow. Cash flow maintenant, par exemple, ils correspondent à des flux de trésorerie qui sont engendrés chaque année par l'exploitation du projet. Donc on les évalue par le CPC prévisionnel. Il y a la possibilité de les calculer, de les déterminer à partir du chiffre d'affaires. Donc les cash flows prévisionnels, comme il est clair devant vous au niveau de la diapositive, c'est le résultat prévisionnel avant charge financière et après impôt plus dotation aux amortissements.
Mais quand on parle de flux net de trésorerie, ça serait les cash flows moins dépenses d'investissement. Donc pourquoi avant charge financière? Parce que jusqu'à maintenant, on ne parle pas de comment nous allons financer notre projet. On parle de la décision d'investissement qui est indépendante pour le moment de la décision de financement. Quand on va sélectionner le projet rentable, on va réfléchir à comment on va le financer. Donc pour calculer le flux net de trésorerie, on va élaborer un tableau. Donc on va établir un tableau, donc c'est le CPC prévisionnel. Donc et on est parti de produits moins charge. Donc nous ont donné, comme vous voyez devant vous, un résultat avant amortissement, en dotation d'amortissement, et nous avons un résultat avant impôt. Donc ils nous ont donné un résultat après impôt et les cash flows. Donc vous allez me dire c'est quoi cette valeur résiduelle. Voilà, donc au niveau de la partie, au niveau des ressources, donc au niveau des emplois, c'est l'investissement plus la variation du BFR. La partie donc des ressources, nous avons le résultat avant amortissement, duquel on va retrancher les dotations aux amortissements pour dégager le résultat avant impôt. Sur la base de ce résultat, on va calculer l'IS et qu'on va retrancher au niveau du résultat pour trouver le résultat net après impôt. C'est le résultat avant impôt moins l'IS. Et vers la fin, pour les cash flows, c'est le résultat net auquel on va ajouter l'amortissement. Je pense que c'est clair jusqu'à la détermination du cash flow. Mais pour la valeur résiduelle maintenant, la valeur résiduelle et la récupération du BFR. Alors, dans tout projet d'investissement, à la fin de sa durée de vie, il peut y avoir une valeur résiduelle, c'est-à-dire cette valeur de liquidation du produit ou du matériel à la fin de sa durée de vie. Est-ce que c'est ressources ou on peut la considérer comme dépenses? Et donc, c'est une ressource, il doit s'ajouter aux ressources. Mais à quelle ressource? De quelle année? Il doit s'ajouter à la ressource de la dernière année. On doit la tenir compte comme ressource de la dernière année. C'est pour cela qu'on trouve la valeur résiduelle parmi les ressources de la dernière année. Pour maintenant, la récupération pour la récupération du BFR. Donc, supposons que l'investissement, c'était un investissement de croissance avant T0. Donc, jusqu'à 2020. Donc, on faisait un chiffre d'affaires de 2000 par exemple, de 1000. Et le BFR, il était de 200. Donc, j'ai entamé un investissement de croissance, donc d'augmentation de la productivité. Et par conséquent, depuis 2021, jusqu'à 2026, je vais, au lieu de faire un chiffre d'affaires de 1000, donc on a fait un chiffre d'affaires de 2000. Donc, qu'est-ce que cela va entraîner sur le BFR? Donc, il y a une relation proportionnelle entre l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation du BFR. Donc, c'est quoi? C'est que l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est l'augmentation de la quantité vendue, tout simplement. Donc, au lieu de produire 1000, donc je vais produire 2000 unités que je vais vendre à 1 dirham. Donc, 29. Donc, cela va donner 2000 de chiffre d'affaires. 2000 dirhams. Donc, quand je produis plus, automatiquement, qu'est-ce que quel est l'impact sur les composants du BFR? Donc, les éléments de l'actif circulant et du passif circulant. Donc, les stocks vont augmenter. Marchandises, matières premières, produits finis, ainsi que les créances clients vont augmenter. C'est pour cela que à chaque fois qu'on va faire un investissement,
ou prendre une décision d'augmentation de productivité ou le chiffre d'affaires, il faut savoir que automatiquement le BFR va augmenter. Et pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que le BFR doit être financé. Si j'avais un fonds de roulement qui suffit de financer seulement le BFR ancien, quand on va entamer notre investissement de croissance, le BFR va augmenter automatiquement. Et par conséquent, si aujourd'hui on peut le financer par notre fonds de roulement, demain on devrait chercher un moyen pour le financer. Si l'entreprise n'a pas de moyens pour le financer et augmenter le fonds de roulement, automatiquement je vais commencer à le financer par la trésorerie passive, ce qui va engendrer des charges et des coûts financiers. Donc à ce niveau, il faut savoir qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation du BFR. En 2020, par exemple, je faisais 1000 de chiffre d'affaires. Ils sont au niveau du BFR. Quand je vais produire 2000, j'aurai 200 de BFR. Donc le projet que j'ai entamé en 2020 va être bouclé en 2026. Donc 5 ans après, en 2026, je ne ferai pas 2000 de chiffre d'affaires. Je reviens à l'état initial de 1000. Qu'est-ce que ça va passer au niveau du BFR en cas de revenir à 1000? Donc il va à son tour diminuer. Et quand il diminue, c'est une ressource ou c'est une charge? Bien sûr, bien évidemment, c'est une ressource. Et c'est pour cela on parle de récupération du BFR. Et c'est une ressource. Quand est-ce que je la dégage? C'est au cours du projet? Non. Non, je vais la dégager à la fin du projet. Donc c'est une ressource qui va s'ajouter à la dernière année du projet. C'est pour cela on l'appelle la récupération du BFR. Donc n'est pas automatique. Donc en cas de retournement à l'état initial, on récupère le BFR. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau d'activité détermine le BFR. Si l'activité augmente, le BFR va automatiquement augmenter. Donc il varie en fonction du chiffre d'affaires. Donc un investissement d'une année qui va entraîner une augmentation du chiffre d'affaires, automatiquement il y aura une variation du BFR 2021-2020. Ici, si cet investissement est allé sur plusieurs années, par exemple, on va augmenter le chiffre d'affaires de 2021 et en 2023. Dans ce cas, il y aura une variation entre 2021 et 2020 et 2023 2020. Et la variation du BFR peut être étalée. Et la récupération, il faut toujours voir financer. Donc récupération ou non. Parce que la récupération du BFR, c'est-à-dire je redescends à mon niveau initial. Et dans ce cas-là, je récupère mon BFR. Si je reste sur le même niveau, ou bien j'augmente en cours la croissance, le BFR ne va pas diminuer. Il va augmenter. On aura la récupération à la fin du projet. Donc on confronte donc la ressource avec l'emploi. C'est quand vous voyez en rouge, les cash flows, c'est 13 est égal le total 12, donc moins les emplois, c'est 3. Donc on confronte les ressources, l'emploi pour dégager les cash flows nets. Donc le CPC selon les années du projet. N1, N2, N3. Donc c'est ce que nous permet de déterminer et de dégager les cash flows.